Public Sénat, en partenariat avec l'AFP, Les Échos, Radio Classique, présente... Le porte-parole de La République En Marche, aux côtés d'Emmanuel Macron depuis le début de son aventure, de son épopée, est l'invité de l'épreuve de vérité. Bonsoir Benjamin Griveaux. Bonsoir. Et merci d'être avec nous pour cette émission, ce rendez-vous de Public Sénat avec l'agence France Presse, avec Les Échos et avec Radio Classique. Vous nous direz d'ailleurs tout à l'heure si vous allez devenir, comme la rumeur le dit, le prochain président de la République En Marche, donc le parti, le mouvement du président. Vous répondrez en tous les cas à 3 grandes questions au cours de cette émission. Réelle recomposition politique ou retour à la 4e République, comme le disent certains, ceux à droite en tous les cas, qui résistent, vous le direz à Jérémy Marot. Les réformes au pas de charge, Jean-Francis Pécresse vous interrogera sur les premiers actes attendus de l'exécutif. Enfin, est-ce le retour du monarque républicain? Les signes envoyés par le président, notamment lors de la cérémonie d'investiture, et puis même au Louvre, semblent le confirmer. Et là, vous répondrez à Oriane Mancini. Mais une toute première question. Il faudra donc attendre 24 heures de plus la composition du gouvernement, la vérification des situations fiscales, de possibles conflits d'intérêts. Est-elle la seule raison de ce report ? C'est l'essentielle raison de ce report de 24 heures pour une raison simple, c'est qu'on a des personnalités qui sont issues du monde politique, qui donc ont déjà été screenées par la haute autorité dans le cadre de leur mandat, et puis il y a des gens issus de la société civile. Et pour ces personnes, eh bien, il est nécessaire de procéder aux vérifications. Ça aurait dû être fait dans le quinquennat précédent pour certaines situations qui n'étaient manifestement pas optimales au regard de la fiscalité, au regard de la déclaration de certains conflits. Vous ne voulez pas là, il faut faire les diligences de manière approfondie et ces 24 heures sont bien employées. C'est aussi cela. La moralisation de la vie publique, ça commence par des actes simples comme celui-là. Vous ne voulez pas d'un ministre empêché comme messieurs Cahuzac qui étaient venus, auxquels vous avez fait allusion à l'instant. C'est mieux si nous pouvons les éviter. Voilà. Donc c'est un contrôle renforcé. Donc a priori, normalement la loi prévoit a posteriori. Vous ne leur faites pas totalement confiance à ces nouveaux venus alors, malgré leur déclaration sur l'honneur? Il y aura le contrôle a posteriori de la haute autorité aussi, lorsque le mandat se terminera, lorsque leur mission ministérielle se terminera et qui vérifiera qu'il n'y a pas eu, dans le cadre de leur fonction ministérielle, un enrichissement particulier. Mais ça, c'est le cas pour les élus, pour les gens issus de la société civile et c'est parfaitement normal. D'accord. Ce contrôle, vous nous avez dit à l'instant, c'est la raison essentielle de ce report. Et il y en a d'autres, ce sont les arbitrages délicats à rendre. Non, il n'y a pas d'arbitrage délicat particulier. Ils sont tous rendus ? Ça, il faut poser la question au Premier ministre, au Président de la République. Ce sont les 2 seuls qui, dans leur tête-à-tête, sont au fait de ces arbitrages et de ces derniers arbitrages. Donc voilà, posez-leur la question. Ah ben quand même. Vous savez si la liste est prête et ça y est, elle est couchée sur le papier. Vous ne me croirez pas, mais je vous répondrai que non, je ne suis pas au courant. Tout ce que vous pouvez nous dire, donc, c'est que vous voulez un gouvernement éthique. Est-ce que Emmanuel Macron veut tout de suite montrer l'exemple, laver plus blanc que blanc, car l'une des premières mesures qu'il a annoncées, c'est donc la moralisation de la vie publique. Ce sera bien un texte qui arrivera avant les législatives? Oui, avant les législatives, il sera présenté en Conseil des ministres. Écoutez, l'enseignement, objectivement, des derniers mois, mais je dirais même au-delà des derniers mois, de la dernière décennie, c'est que vous avez une défiance qui s'est installée de la part de nos concitoyens à l'égard de leur classe politique essentiellement nationale. La confiance est encore là pour les élus locaux, que nos concitoyens croisent tous les jours sur le terrain, qui sont pour l'immense majorité d'entre eux bénévoles dans leur mandat et dans les mandats qu'ils exercent. Je pense en particulier aux mandats municipaux dans les petites communes où beaucoup exercent cela de manière bénévole. Mais les derniers mois, cette élection présidentielle a été l'élection des affaires, avec 2 candidats qui étaient renvoyés devant la justice, Madame Le Pen et Monsieur Fillon. Et donc, dans ce cadre-là, ça a beaucoup pollué le débat public. Nous, on a mis dans les statuts d'En Marche, dès la création du mouvement en avril 2016, donc bien avant les révélations des derniers mois, l'impossibilité, par exemple, d'embaucher un collaborateur membre de sa famille, l'impossibilité de se présenter avec l'existence d'un casier judiciaire ou avec une peine d'inéligibilité qui aurait été déjà prononcée. Donc on a été très en avance sur ces sujets-là, et il est donc normal que dans la concrétisation et dans la formation du gouvernement, ces éléments-là soient très précurseurs. Très présents. Ce sera évidemment une loi présentée avant le premier tour des législatives. Et c'est un élément
fondamentale de votre alliance avec le MoDem de François Bayrou. C'est l'un des 4 piliers de l'alliance avec François Bayrou. Donc on se dit que ce sera François Bayrou, ministre de la Justice, pour mettre en œuvre cette loi. En tout cas, il sera très utile à nourrir la réflexion, et il l'a été dans le cadre de la campagne présidentielle. À la justice. Il accompagnera de la manière qu'il sera la sienne. Là, vous ne pouvez pas nous le dire. La justice sur les affaires étrangères. Est-ce que vous pouvez quand même nous confirmer qu'il y a une option Nicolas Hulot qui est sérieuse ce soir? Non, je ne vous confirme rien. Voilà. Très bien. Vous êtes candidat aux législatives, on en parlera en tous les cas. Vous êtes candidat à Paris. La suite, tout de suite, de l'épreuve de vérité avec Jérémy Marot, notre confrère de l'AFP. L'épreuve de vérité avec l'AFP. Bonsoir, Jérémy. Bonsoir, Michel. Bonsoir. Benjamin Griveaux. Alors ça y est, la nomination d'Édouard Philippe, c'est le signal attendu à droite. On assiste à la décomposition de la droite, la déstabilisation de la droite. C'est ce qui était l'objectif visé par Emmanuel Macron? L'objectif visé, ce n'est pas ni la déstabilisation ni la décomposition d'un quelconque camp, c'est la recomposition d'une offre politique totalement nouvelle. Et d'avoir un paysage nouveau à l'issue de ce scrutin présidentiel où les Français ont éliminé les 2 grands partis qui ont dirigé ce pays pendant 30 ans au premier tour de l'élection. C'est passé totalement inaperçu. Et finalement, moi, ce qui m'a beaucoup frappé le soir du 23 avril, quand j'écoutais les commentaires des responsables des Républicains ou des Socialistes, ils enjambaient le 7 mai. Marine Le Pen, au second tour de l'élection présidentielle, c'est quelque chose désormais de totalement normal. Et puis, on allait recommencer comme avant, comme au bon vieux temps, dans le cadre des législatives. Je crois qu'ils n'ont pas compris que les Français souhaitent tourner la page de ce clivage entre la gauche et la droite qui a organisé la géographie politique française ces 30 dernières années. Et donc, ça n'est pas la décomposition, mais plutôt la recomposition, la proposition d'une offre nouvelle qui dépasse les clivages et où on est d'accord sur les valeurs essentielles, la question européenne et son attachement profond à l'ancrage français dans l'Union européenne, la question de la liberté, alliée à l'égalité, parce que c'est dans la liberté et dans la protection qu'on fera évoluer notre modèle économique et social, et puis une certaine conception de l'identité française, qui n'est pas une identité figée. Mais cette recomposition, là, elle va se matérialiser comment au sein du gouvernement? On va voir combien de ministres de droite concrètement? Ça, écoutez, c'est au Premier ministre, avec le Président de la République, de faire ces arbitrages-là. Ce n'est pas à moi de les commenter. Alors vous mettez l'accent sur la recomposition, mais ça passe d'abord par la décomposition, c'est vrai, voire l'explosion de la droite. Est-ce que vous êtes satisfait ce soir? On dit qu'une centaine d'élus, LR, maintenant, souscrivent à cet appel, cette réponse positive à la main tendue par Emmanuel Macron. Est-ce que le piège, donc, a bien fonctionné? Vous savez, ils se sont piégés eux-mêmes, et à gauche et à droite. Je veux dire, la leçon de ces 2 primaires, c'est finalement qu'elles ont fait émerger non pas un leader, mais l'incohérence idéologique profonde, parce que vous aviez des gens qui ne pensaient pas la même chose et qui finalement restaient dans le même parti par habitude et puis par arrangement électoral. Ils ne pensent pas la même chose sur la question européenne. Ils ne pensent pas la même chose sur la question économique et sociale. Ils ne pensent pas la même chose sur l'identité française et qu'est-ce que c'est que la nation française. Et c'est bien ça qui a été démontré dans ces primaires. La droite sociale, européenne et libérale, elle était orpheline le soir de l'élection de François Fillon à la primaire. Et de la même manière, la gauche réformiste, européenne, pragmatique, qui part du réel, elle était orpheline de la même manière le soir de la victoire de Benoît Hamon. Et donc, c'est finalement par leur incohérence qu'on a cette recomposition aujourd'hui qui s'opère et à laquelle nous avons évidemment participé. C'est la clarification à droite là, qui s'opère, selon vous? Oui, et la clarification à gauche s'est opérée dans le cadre de la primaire de manière sans doute plus violente pour le candidat socialiste à l'élection présidentielle avec un score très faible. Et là, eh bien, évidemment, c'est l'exercice de clarification. Vous savez, ils ne portent pas le même projet de société. Et donc, ils n'ont pas grand-chose à faire ensemble. Vous rappelez le score très faible du Parti socialiste, 6% pour Benoît Hamon. C'est là où vous voulez amener le parti LR? 6%? Non, on n'est pas dans des objectifs chiffrés d'amener les uns ou les autres à tel ou pas. On est simplement à dire que les gens de bonne volonté qui se retrouvent dans notre cohérence et dans la clarté de l'offre politique qui est la nôtre sont les bienvenus. Ce sont ces soutiens-là que nous cherchons et rien d'autre. Alors attention à ne pas crier victoire trop tôt quand même, parce que François Barouin annonce ce soir un contre-appel des parlementaires LR et il a, lui, dénoncé un dynamitage. On l'écoute. François Barouin. La recomposition, elle se fera. Comment, sous quelle forme, de quelle manière, nous n'en savons rien. Ce que propose Emmanuel Macron, c'est du dynamitage. Il le dit lui-même. Ça n'est pas une recomposition politique. Une recomposition politique, c'est quoi? C'est un schéma à l'allemande. On fait une coalition. Il y a des blocs, il y a une gauche, il y a une droite. Alors il récuse votre analyse, la droite tient bon selon lui, et donc il y aura ce contre-appel pour les 577 candidats de la droite et du centre. Que répondez-vous à ce contre-appel? Je dis à François Barouin qu'il ferait mieux de parler aux Français plutôt qu'à son parti. Et qu'il faut toujours préférer défendre ses idées que son parti.
C'est ça qui est la seule réponse à lui faire, c'est celle-là. Parce que finalement, là, ils sont en train de se regarder le nombril. Moi, je leur dis, mais parlez aux Français. Les Français vous ont adressé un message très clair dans le cadre de ces élections. Et je comprends leur malaise, je comprends qu'ils ne parlent que de leurs affaires internes. Parce que quand vous regardez le projet qui est porté désormais par les candidats, les Républicains, on nous a dit pendant des mois, François Fillon est le meilleur candidat. Quand il a eu ses problèmes judiciaires, on nous a dit, c'est peut-être plus le meilleur candidat, mais c'est lui qui a le meilleur projet. Bon, ils ont désossé la totalité du projet porté par François Fillon. Il n'y a plus les 500 000 fonctionnaires, il n'y a plus les 100 milliards d'économies, il n'y a plus les 2 points de TVA. Donc ça veut dire qu'eux-mêmes ne croyaient pas au projet qu'ils ont porté. Comment voulez-vous avoir un exercice de sincérité que les Français demandent de leur vœu, appellent de leur vœu, ardemment, et c'est sans doute cela qu'ils ont apprécié dans la démarche engagée par Emmanuel Macron, quand vous abandonnez en rase campagne un projet que vous défendiez il y a encore 3 semaines. Donc il ferait mieux de travailler sur le fond et de parler aux Français plutôt que d'essayer des recompositions, du bricolage et des rabibochages qui n'auront d'intérêt que pour les membres de l'appareil des Républicains. Mais avec cet appel, est-ce qu'on s'achemine, selon vous, vers la possibilité d'une coalition à l'Assemblée nationale avec un groupe de députés LR, un groupe de députés PS qui gouvernent selon les lois avec Emmanuel Macron? Moi, j'ai une seule conviction, c'est que nous aurons une majorité absolue à l'Assemblée nationale dans le cadre des élections de juin. Là-dessus, vous savez, les projections, si on avait regardé les projections en avril 2016 sur les chances d'Emmanuel Macron d'emporter l'élection présidentielle, nous aurions sans doute renoncé. Et donc, permettez-nous d'avoir ce qu'Emmanuel Macron appelle lui-même l'optimisme de la volonté. Il nous reste 4 semaines pour faire campagne. On va mener campagne tambour battant. Et je ne sais pas quelles sont les projections auxquelles vous faites référence, mais quand je regarde, et j'ai rencontré 428 de nos candidats samedi dernier, qui sont réunis pour la première fois à Paris, vous avez des profils qui sont finalement au visage du pays. Et les Français, ils appellent une chose de leur vœu, un profond besoin de renouvellement. Nos candidats incarnent ce renouvellement de manière évidente. Ils sont issus de l'ensemble des catégories socio-professionnelles. Ils exercent des métiers. 93% d'entre eux sont en train d'exercer un métier à l'heure où on se parle. Et donc, ce ne sont pas des professionnels de la politique. Je crois que c'est un message auquel les Français seront très sensibles. Mais vous leur dites quoi à ce groupe de députés LR, à ce groupe de députés PS, prêts à gouverner avec vous selon les lois? Vous leur dites prenez l'étiquette En Marche, venez chez nous? Nous, vous savez, on est dans une stratégie très simple qui est de présenter le maximum de candidats dans l'ensemble des circonscriptions pour avoir une majorité absolue. C'est la seule chose qui nous intéresse. Alors est-ce qu'on aura vraiment 576 candidats, puisqu'on sait qu'il n'y aura pas de candidat En Marche en face de Manuel Valls? On attend, on en est à 511 pour l'instant d'investis. Est-ce qu'on en aura vraiment 576? On n'en est pas loin. Mais on voit bien que sur la soixantaine qui manque, potentiellement, il y a des cas intéressants. La Commission nationale d'investiture est encore en train de se réunir à l'heure où on se parle, et je n'en fais pas partie, puisque j'étais moi-même candidat à l'investiture. Donc on sépare les fonctions. Je ne saurais vous dire quel est le sort des 60 dernières. Mais à mon avis, non. Parce que vous savez, on respecte les règles. On essaie de faire les choses de la manière dont on les a écrites dans nos statuts. On dit que vous allez être le président de la République En Marche. Vous allez peut-être pouvoir nous le confirmer. Vous devez savoir ce qui se passe quand même au niveau des investitures. Je ne vais non pas vous le confirmer, mais vous l'infirmer. Alors dites, allez-y. Non, c'est faux. Il y a un conseil d'administration qui s'est tenu le 8 mai, qui a nommé une présidente par intérim qui s'appelle Catherine Barbarou, que la seule instance du mouvement autorisée à nommer un nouveau président, c'est le conseil d'administration, que le mouvement est concentré sur un seul objectif, gagner les législatives, que je prendrai toute ma part dans cette bagarre dans ma circonscription, mais également pour le mouvement, et que la question du leadership du mouvement se posera après les législatives, comme on l'a dit. Vous pourriez être candidat demain? Je suis candidat aux élections législatives. Et après, vous pourriez être candidat à la présidence, et demain peut-être à la présidence de la République En Marche. Je prendrai toute ma part de responsabilité dans les instances futures de ce mouvement, dont j'ai été l'un des fondateurs. Oui, peut-être demain. Je crois que vous étiez à 2 doigts de me dire qu'il n'y aurait pas de candidat en face de Bruno Le Maire, par exemple. Alors ça, c'est votre imagination qui vous joue un mauvais tour. Bon. Donc les dernières circonscriptions seront annoncées par Jean-Paul Delevoye, le président de la Commission nationale d'investiture. Un peu de patience, nous avions dit à la mi-semaine, nous sommes mardi, nous avons encore quelques 24 heures avant d'annoncer la totalité. Au-delà des cas individuels, y a-t-il vraiment intérêt à mettre des candidatures partout avec des candidats PS ou LR qui peuvent vous être favorables? Je pense à une des circonscriptions de Paris, puisque vous présentez à Paris, vous connaissez bien la capitale, où il y a à la fois Myriam El Khomri et Pierre-Yves Bournazel dans la même circonscription. Quel est l'intérêt de mettre un candidat En Marche alors que ces deux-là sont déjà a priori Macron compatibles? Défendre nos idées. Donc nous allons voir, et c'est l'objet de ces circonscriptions qui sont restées vacantes, ce qu'a dit le président de la République, le président de la Commission nationale d'investiture la semaine dernière, c'est que si nous voulons opérer un rassemblement, eh bien, il faut que les discussions puissent être possibles. C'était tout l'objet d'avoir des circonscriptions encore vacantes. Donc ces discussions se sont poursuivies. Et à nouveau, le président de la Commission d'investiture vous donnera la réponse demain.
Alors, il y a plus de la moitié de novices en politique. Oui, il y a des gens qui ont des métiers. Il y a 93% de gens qui exercent un métier et il y a 95% de personnes qui n'ont jamais été parlementaires dans les 428 premiers investis. Alors, on se dit, certains disent que vous avez du coup une arrière-pensée. Là. Vous allez avoir des élus là, qui vont être effectivement totalement ignorants de la machine parlementaire et qui seront peut-être des godillots. Est-ce que c'est une donnée que vous avez prise en compte? Moi, des gens bien obéissants. Vous savez, quelqu'un qui doit sa carrière à un appareil politique est sans doute beaucoup plus godillot et apparatchik à l'Assemblée nationale que quelqu'un qui a une carrière professionnelle, qui a fait ses preuves et qui a exercé un métier. Et c'est la raison pour laquelle, moi, ma conviction absolue, c'est que ce seront des députés bien plus assidus, bien plus compétents, parce qu'ils connaîtront leur secteur d'activité. Et même un peu remuants, ça ne vous fait pas peur? Mais écoutez, c'est la vie. C'est la vie démocratique. Notre démocratie meurt de l'absence, justement, de débat. Quand on voit que des textes, finalement, ont fait des chicailleries sur des amendements en faisant de l'obstruction parlementaire idiote, là, nous aurons des parlementaires qui ont débattu sur le fond et avec des vraies compétences. On a des gens qui ont des expériences professionnelles, associatives, des engagés, qui finalement seront d'excellents parlementaires demain, parce que peut-être n'auront-ils pas traîné 20 ans dans les couloirs de l'Assemblée nationale en étant collaborateurs parlementaires, en espérant désespérément que leurs députés leur céderaient la place, ce qui arrive très souvent. Moi, je suis ravi qu'on sorte de la République des assistants parlementaires et qu'on rentre dans la République de la société civile. Alors vous allez dire qu'on pinaille, qu'on a peut-être mauvais esprit, mais quand on regarde le profil sociologique des personnes de la société civile, c'est pas franchement des ouvriers. Je crois qu'ils se comptent sur les doigts de la main. Est-ce que c'est pas la défaite finalement de ne pas avoir su briser ce plafond de verre et vous avez 2% de personnes qui sont sans emploi, vous avez des exploitants agricoles, donc vous pouvez considérer que ce ne sont pas des ouvriers, mais pour beaucoup d'entre eux, au regard de leurs revenus, on pourrait les classer dans cette catégorie. Et puis vous avez des personnalités qui sont engagées dans le monde associatif, dans l'économie sociale et solidaire, et puis vous avez des gens de l'entreprise. Et après, il est vrai que vous avez une barrière invisible qui est compliquée, c'est quand vous êtes salarié dans une entreprise, si vous dites à votre patron, voilà, je vais faire campagne pour les législatives, je ne vais pas être là pendant 2 mois, évidemment, c'est un peu compliqué. C'est ce qui a été la barrière terrible et qui a empêché la société civile de s'emparer de mandats politiques. Parce que les conditions ne permettent pas aujourd'hui aux primo-accédants au premier mandat de pouvoir s'engager. Ça, c'est sans doute quelque chose sur lequel il faudra réfléchir dans le cadre de ce quinquennat pour changer. On ne pouvait pas changer les règles dans le cadre de cette élection, on ne change pas les règles de l'élection un an avant, mais en revanche, il faudra sans doute en faire un des objets de réflexion de cette nouvelle majorité parlementaire dans le cadre du quinquennat. Dernière question, Jérémy. Le PS propose un front républicain dans certaines circonscriptions où le Front National est fort. Il propose de se réunir et de discuter une candidature peut-être pour faire barrage au Front National. Est-ce que En Marche est prêt à accepter ce principe? Alors le Front républicain avant le premier tour désormais. Écoutez, très franchement, ça n'est pas notre intention pour l'instant. Merci beaucoup, Jérémy. La suite de l'épreuve de vérité avec Jean-Francis Pécresse tout de suite, le directeur de la rédaction de Radio Classique qui nous rejoint. Bonsoir Jean-Francis. Bonsoir Michel, bonsoir Benjamin Griveaux. Bonsoir. Alors dans une interview aux Échos ce matin, le secrétaire général de la CFDT, Laurent Berger, prévient que si vous faites la réforme du Code du travail au pas de charge, si vous voulez passer en force, dit-il, ça ne marchera pas. Donc ma question est simple, quel sera le rythme et la méthode de vos réformes ? D'abord, il y a une grande différence parce que la comparaison est souvent faite avec la loi El Khomri. Il y a une grande différence avec la loi El Khomri, c'est qu'elle n'avait pas été annoncée par le candidat François Hollande lors de la campagne présidentielle de 2012. Là, on a dit l'objectif que l'on poursuivait, la réforme du droit du travail. On a donné la méthode, passée par des ordonnances, dont je rappelle qu'elle n'exclut pas le travail parlementaire. Il y a 2 votes au Parlement, donc on entend souvent que ce serait un acte d'autorité pure de l'exécutif, ça n'est pas vrai. Il y a 2 passages, 2 votes au Parlement, il faut le rappeler. Et ensuite, nous avons donc dit avant ce que nous ferions après. Et donc on a un mandat pour ça. Et nous maintenons cet objectif dans le cadre de ces élections législatives. Et par ailleurs, moi j'aimerais rappeler que cette réforme du droit du travail porte aussi en elle d'autres éléments, à savoir le renforcement du rôle des partenaires sociaux au sein des entreprises et dans les branches. Pour les plus petites entreprises, vous n'avez pas de représentation. Et nous, on a cette conviction qu'il faut un peu s'appuyer sur l'intelligence des travailleurs, sur l'intelligence des salariés dans l'entreprise. Et donc, c'est dans un équilibre global qu'il faut regarder cette réforme du droit du travail et non pas n'en prendre qu'un morceau. Alors, cette explication d'avant-ordonnance a également été lancée hier soir par le nouveau Premier ministre, Édouard Philippe. On l'écoute.
ces ordonnances, ça n'est pas le refus de la discussion. Et j'insiste sur ce point, une bonne réforme, c'est une réforme qui est pensée, annoncée, discutée, et ensuite rapidement exécutée. Je dis qu'il y aura évidemment consultation et discussion. Je dis qu'il y aura un moment de discussion parlementaire, car contrairement à l'idée un peu baroque qu'on présente parfois, les ordonnances qui sont prévues par la Constitution n'excluent pas la discussion parlementaire. Il y a une loi d'habilitation qui est discutée au Parlement, et puis ensuite il y a une loi de ratification qui est discutée au Parlement. Il y a donc discussion parlementaire, mais il y a aussi rapidité d'exécution. Est-ce qu'il y aura, parce que Édouard Philippe parle de consultation, est-ce qu'il y aura aussi consultation sociale, c'est-à-dire avec les syndicats et le patronat? Ce que demande Laurent Berger, au fond, c'est une forme de grande négociation sociale, de grand-messe sociale pour ça, c'est au Premier ministre de l'annoncer. Mais il a dit, et vous l'avez entendu hier soir, une consultation sera faite. Les partenaires sociaux ont été rencontrés dans le cadre de la campagne présidentielle. L'ensemble des équipes ont rencontré les partenaires sociaux pour dérouler un petit peu le programme. Mais la loi Larcher impose ces négociations. Évidemment. Et donc, cette consultation sera faite des partenaires sociaux. Il y aura une discussion, le Premier ministre l'a rappelé hier soir, et c'est à lui d'en fixer le calendrier. D'accord. Il y a dans l'actualité sociale un dossier brûlant qui est le dossier de l'entreprise GMS dans la Creuse, à la souterraine. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour répondre à ces salariés qui vous appellent à l'aide, car en tout début de semaine prochaine, ils doivent être licenciés, 280 personnes. Il y a deux sujets, parce que ce sont des entreprises, des noms qui se succèdent semaine après semaine. Nous étions dans le cadre de l'entre-deux tours de l'élection présidentielle avec le président de la République auprès des salariés de Whirlpool. Et puis hélas, il y en aura peut-être encore d'autres dans les semaines qui viennent, d'autres plans. S'il y en a d'autres. Vous savez, il y a une première chose, c'est savoir quel est le plan de sauvegarde de l'emploi qui est préparé et avec quelle rapidité il sera exécuté, et que la loi soit respectée dans le cadre des obligations faites dans un PSE. Ça, c'est la première chose. La seconde chose, c'est l'éventuelle recherche d'un repreneur. Et là, il y a des outils qui ont été mis en place et qui peuvent permettre à l'État d'avoir ce rôle de régulateur, ou en tout cas d'incitateur, de facilitateur pour des reprises de sites en difficulté. La Banque publique d'investissement a, par exemple, ce rôle-là d'identification, et il faut que puissent converger les efforts à la fois de la BPI et puis de la région. Donc ce sont c'est pas ce qu'ils veulent sur place. Dans la deux éléments. Ils veulent des commandes. Ils veulent des commandes de la part de deux grandes entreprises automobiles françaises, Renault et PSA. Est-ce que là, vous avez aidé ces entreprises? Vous souhaitez que l'État puisse... Il faut trouver des solutions durables pour ces entreprises. Parce que si vous n'avez pas de stratégie industrielle, de stratégie de filière qui s'inscrit dans la durée, vous pouvez faire plaisir à court terme, mais il faut s'inscrire dans le long terme. Donc là, ce dossier en particulier, où deux entreprises nationales ont été sollicitées, il faudra regarder, mais objectivement, la bonne manière de procéder, c'est d'inscrire dans la durée sur des stratégies de filière, sur des reconversions éventuelles de sites, et puis sur la formation. Et nous, on a, dans le cadre de la campagne présidentielle, indiqué qu'un tiers du plan d'investissement global porté par le président de la République porterait sur la formation. Parce que c'est cela qui est capital. Finalement, cet exemple-là de cette entreprise, mais comme d'autres, montre que face aux mutations du modèle économique et aux mutations de notre tissu industriel, eh bien, il faut pouvoir avoir une formation continue à tous les âges de la vie qui permettent de reformer les gens, y compris des personnes qui ont dépassé 45 ou 50 ans, dont elles pensent, dont elles ont intériorisé l'idée qu'elles ne pourraient pas faire de nouveaux métiers et dont on est convaincu qu'on peut justement les former à de nouveaux métiers, à de nouvelles filières. Que pensez-vous de la présence sur place aujourd'hui de Jean-Luc Mélenchon, qui est allé soutenir ces salariés d'un fabricant de pièces détachées automobiles? Il n'est pas du tout sur les solutions que vous préconisez. Oui, mais vous savez, en campagne électorale, c'est facile d'aller voir les gens et de leur dire on va interdire les fermetures d'usines, et puis vous inquiétez pas, on va passer des commandes publiques. Marine Le Pen l'a fait avec les salariés de Whirlpool. Je crois qu'objectivement... Mélenchon fait la même chose aujourd'hui ? Très franchement, je trouve ça un peu... c'est de l'instrumentalisation de la misère, c'est de l'instrumentalisation de la souffrance des gens. Et je trouve que c'est très irrespectueux de faire ça. Parce qu'il sait pertinemment qu'il n'a pas les moyens d'interdire. Alors,
J'imagine que c'est cela qu'il propose, d'interdire les licenciements, d'interdire les fermetures d'usines. Faire pression sur Renault, société où l'État a des participations pour passer des commandes. Si on fait cela, nous ferons fuir les capitaux étrangers qui viennent alimenter notre croissance, qui viennent financer nos entreprises, parce que ça n'est pas comme ça que ça fonctionne. Et vous savez, les capitaux sont mobiles. Si les investisseurs étrangers voient que de telles contraintes peuvent peser sur des entreprises, ils iront investir ailleurs en Europe. Est-ce que vous tiendrez bon sur une mesure qui est très contestée, qui est le plafonnement des indemnités prud'homales? C'est-à-dire que vous voulez inscrire dans le contrat de travail, par avance, au fond, ce à quoi un salarié aura droit s'il est licencié de manière abusive par son employeur. Est-ce que vous tiendrez bon sur cette réforme que la CFDT conteste fortement, par exemple? Écoutez, le Premier ministre a annoncé hier qu'il y avait des consultations qui allaient s'ouvrir. Dans le cadre de ces consultations, il y aura des discussions. Et ce sujet-là sera abordé. Laurent Berger en a fait état ce matin dans un papier, dans la presse du matin. Dans les Échos. Donc, exactement, dans un excellent quotidien du matin. Et donc, ce sujet-là pourrait faire partie de la discussion. Et la pénibilité, est-ce qu'il faut revoir un peu le dispositif? Vous savez que c'est une revendication du patronat et que dans la campagne, Emmanuel Macron avait eu des mots un peu durs pour ce dispositif qu'il avait jugé exagérément complexe. Alors, il y a une difficulté de mise en œuvre. C'est-à-dire que le principe même n'est pas un mauvais principe, de reconnaître qu'il y a des métiers qui amènent une pénibilité physique plus importante que d'autres, notamment dans le calcul de l'âge de départ à la retraite, avec les difficultés qui peuvent être liées à la pénibilité. Bon. La difficulté qu'on a, c'est comment concrètement et très pragmatiquement des entreprises, et souvent des très petites entreprises, c'est-à-dire mesurer la pénibilité sur des chaînes de montage dans des ensembles industriels importants, on peut arriver à l'envisager. C'est souvent dans des petites entreprises artisanales notamment, où la difficulté arrive dans l'établissement du caractère concret de la pénibilité. Donc ce sont ces éléments-là qui peuvent peut-être être retravaillés dans le cadre de discussions à venir. Petite question de fiscalité. Dans le programme de Alain Juppé pour la primaire à droite, qui est donc un peu, d'une certaine manière, très indirectement le programme de Édouard Philippe, il y avait cette idée de transférer une partie des charges sociales porté par le président de la République vers de la TVA. Vous êtes pour un transfert de charges sociales vers de la CSG. Pourquoi est-ce que vous ne choisissez pas la TVA qui, au fond, consisterait à passer un impôt sur la production vers un impôt sur la consommation? Parce que la démarche que nous avons engagée dans ce transfert qui s'explique, la suppression des cotisations salariales sur la part chômage et sur la part santé, et donc c'est une vingtaine de milliards, et qu'on transfère sur 1,7 de CSG. Pourquoi? Parce que derrière cela, vous avez un principe simple, qui est l'idée d'avoir une assurance chômage universelle, et donc une universalisation du risque chômage, qui aujourd'hui est un risque individuel, porté par des cotisations. C'est un changement de modèle. Et donc on ne souscrit pas à la démarche qui était engagée par Alain Juppé, parce que nous ne sommes pas dans la même philosophie sur ce sujet-là. Nous considérons que, et nous étions les seuls à proposer ça dans le cadre de l'élection présidentielle, que le risque chômage est désormais un risque porté par la collectivité. Ouais, vous étiez les seuls à proposer cette hausse d'impôt, c'est vrai. Oui, une hausse d'impôt qui est moins importante que les 2 points de TVA qui étaient proposés par M. Fillon, je le rappelle. Et que ce point 7 de CSG ne concerne pas 40% des retraités, et finalement... 60% qui va payer 60% des retraités seulement, mais le capital à profit pour financer cette assurance chômage universelle. Et donc, nous sommes vraiment dans un modèle universaliste. C'est cette approche que nous avons retenue. C'est cette approche qui va permettre demain à des artisans, à des commerçants, à des exploitants agricoles, à des auto-entrepreneurs d'être éligibles à une assurance chômage. C'est aussi ça qui va permettre à un démissionnaire, par exemple, tous les 5 ans, d'être bénéficiaire d'assurance chômage. Et donc, c'est un changement de paradigme, c'est un changement de modèle. Mais là, c'est vous pour aurez cela un que argument. nous avons basculé les cotisations salariales sur de la CSG. C'est philosophiquement en ligne avec l'objectif. Mais ça va être un argument de campagne très fort de LR quand même. C'est 20 milliards d'euros de transfert, de CSG supplémentaires. Il y avait des gens qui vont payer en plus. Attendez. Ça sera un argument. Vous allez être bombardé avec ça. Oui, on les connaît par cœur, les arguments, parce que eux, aujourd'hui, ils faisaient 2 points de TVA et 100 milliards d'économies. Demain, ils font plus la TVA, ils font plus les économies, ils font des cadeaux à tout le monde. Donc les Français trancheront sur le sérieux budgétaire. Leur trajectoire n'est pas sérieuse, elle ne tient pas la route une seule seconde, ils le savent pertinemment. Ils ont enlevé toutes les économies que François Fillon proposait. Donc moi, il faudra qu'ils m'expliquent comment ils financent et comment ils respectent les engagements européens. Ils ne peuvent pas le faire. Sur la question de la CSG, ça donne quand même du pouvoir d'achat quand vous supprimez les cotisations salariales de l'ensemble des travailleurs de ce pays. Et donc, vous avez un gain net pour quelqu'un qui est au SMIC, c'est 250 € net par an de revenus supplémentaires simplement sur les cotisations, une fois que la vous CSG est augmentée. Donc une on hausse de la fiscalité sur une catégorie de retraités. sur
60% des retraités, 40% en seront totalement exonérés, puisqu'il y a déjà les taux réduits et super réduits de CSG, et puis sur l'ensemble des revenus du capital. Il y a 5 ans, François Hollande n'avait pas voulu faire un audit des finances publiques et il avait regretté après, parce qu'il avait dit qu'il n'avait pas pris conscience de la dégradation de l'état de nos finances publiques. Est-ce que vous allez le faire à un moment où la dette publique française, début 2017, a atteint un record ? Écoutez, je ne sais pas si l'audit est aujourd'hui dans les tuyaux pour les semaines qui viennent. Ce sera au Premier ministre à nouveau d'en faire état. Ouais. Mais moi, vous savez, je considère qu'il est toujours sain d'avoir au début d'une mandature un arrêté des comptes et de se dire voilà quel est l'état de la situation. Les comptes sociaux vont plutôt mieux qu'au début du quinquennat précédent, avec un redressement des comptes sociaux. La dette, vous l'avez mentionné, a atteint un plus haut historique. Et puis, les déficits, surprises, sont plutôt moins mauvaises que ce qu'on avait imaginé. Bon, la trajectoire est moins mauvaise. Donc, il est toujours utile d'avoir un point de départ pour pouvoir savoir quelles sont les marges de manœuvre et où l'on peut aller. Est-ce que la règle des 3% de déficit public est une règle intangible ? Elle est intangible dans le cadre le projet qu'a défendu Emmanuel Macron dans le cadre de l'élection présidentielle. Il était le seul à dire que cette règle-là, il la respecterait et qu'il la respecterait dès la première année. Okay. Et donc, il n'a pas varié d'un seul centimètre. Dernière question. Ultime question. Il n'y aura pas de collectif budgétaire, donc pas de nouvelles mesures fiscales au mois de juillet. Vous le confirmez ? A priori, on le confirme. Et je vais vous dire autre chose. Il y aura une règle simple dans ce quinquennat. Quand on modifiera une mesure fiscale, une disposition fiscale, on ne la retouchera pas dans le quinquennat. Le président de la République s'y est engagé dans le cadre de la campagne. Il faut de la stabilité, à la fois pour les ménages et à la fois pour les entreprises. Et l'environnement fiscal doit être plus stable dans ce pays. Il faut arrêter de faire des mesures fiscales dérogatoires ou des changements de pied en permanence. Ça ne donne pas de visibilité, ni aux ménages, ni aux entreprises. Merci, Benjamin Griveaux. Merci, Jean-Francis. La troisième partie de l'épreuve de vérité, maintenant, c'est Oriane Mancini de Public Sénat qui va nous rejoindre. On va parler, Benjamin Griveaux, du style présidentiel d'Emmanuel Macron, que Jean-Luc Mélenchon, d'ailleurs, a fustigé en évoquant, on l'écoute, le risque du césarisme. Venons. On écoute Jean-Luc Mélenchon parler du césarisme. Cet attelage hasardeux qui vient d'être constitué ne fonctionnera qu'au prix d'un césarisme et d'une autorité de la monarchie présidentielle toujours plus grande. Il est donc, en ce sens, dangereux pour l'avenir de notre pays. Ne donnez pas les pleins pouvoirs à M. Macron. Bonsoir Oriane. Bonsoir Michel, bonsoir Benjamin Griveaux. Bonsoir. Alors Emmanuel Macron est-il le nouveau César ? Je reconnais le sens de la mesure qui caractérise les propos de Jean-Luc Mélenchon. On retrouve un peu le bruit et la fureur de 2012 et moins le tribun apaisé qu'on a connu dans la campagne de 2017. Écoutez, je ne ferai honnêtement pas de commentaires sur ce type de commentaires. Non, mais pas. Sur la personnalité d'Emmanuel Macron ou sur son mode de gouvernement. Non, évidemment pas. Il n'y a pas de volonté du tout, au contraire. Le rôle du Parlement sera absolument décisif, avec un Parlement qui légifère sans doute moins longtemps dans l'année, mais qui contrôle et qui évalue la qualité de la loi, l'application de la loi, et donc avec un rôle plein et entier assuré par le Parlement. Au-delà de ce que dit Jean-Luc Mélenchon, est-ce qu'avec l'arrivée d'Emmanuel Macron à la présidence, c'est le retour du monarque républicain ? Écoutez, moi je ne sais pas ce qui fait dire qu'est le retour du monarque républicain. Est-ce que c'est le choix de la pyramide du Louvre qui a suscité tant... Par exemple. Je vais vous l'expliquer, ce choix il est très simple. Vous avez un lieu qui réunit à la fois la culture et la mémoire de notre pays et en même temps l'audace. Cette audace architecturale qui a fait que cette pyramide aujourd'hui appartient à notre patrimoine. Ça démontre une chose, que l'histoire et l'audace se mêlent assez bien dans notre pays et sans doute que aujourd'hui c'est l'un des lieux les plus marqués dans l'esprit des touristes qui viennent à Paris. Et je crois que c'était probablement le meilleur endroit pour fêter cette victoire et pour montrer qu'on peut à la fois avoir une identité et un attachement à l'histoire de notre pays, mais qu'en même temps l'identité française n'est pas figée, qu'elle évolue. Dans une interview au mois d'octobre, Emmanuel Macron disait que le président ne devait plus être un président normal, mais un président jupitérien. Qu'est-ce que c'est une présidence jupitérienne ? C'est une présidence où la parole présidentielle est plus rare que celle qui a été... ce qui a été le celle cas des deux prédécesseurs. Franchement, il y a une volonté les deux de rupture avec Nicolas Sarkozy, ont beaucoup parlé, ont beaucoup échangé de SMS. Parfois, on dit sans doute trop de choses à des journalistes. Et je pense qu'il faut retrouver une forme de distance. D'abord, qui vous préserve de la dictature de l'urgence,
dans laquelle nous vivons aujourd'hui, et puis qui vous permet aussi de réinscrire votre action dans un temps plus long. Et c'est sans doute cela aussi le style présidentiel qui sera le sien. C'est retrouver le temps long, retrouver le sens, donner du sens et donner un horizon. C'est le rôle du président de la République. Il n'est pas là pour faire le commentaire de l'actualité chaque jour. Alors justement, on l'a vu lors de son arrivée dimanche dans la cour de l'Élysée, on a vu son pas très lent sur ce tapis rouge. C'est vrai que ça a marqué les esprits. Est-ce qu'il avait répété ? Très franchement, non. Parce que vous avez été surpris ? Personne n'a un salon assez long pour avoir un tapis rouge de cette taille. Donc, on peut faire quelque part. Non, mais quand même, ça vous a surpris quand même, cette façon d'avancer à pas lent, tout ça ? C'était calculé, voulu, bien sûr. Écoutez, je suis pas dans sa tête. Vous savez, il fait les choses comme il les sent. Il lui arrive de perdre un peu sa voix en meeting. Est-ce que c'est vraiment son ressenti ? C'est les choses comme il les sent ? Est-ce qu'il n'y a pas un peu de mise en scène ? Il faut retrouver de la gravité, de la solennité. L'élection présidentielle dans ce pays, c'est évidemment la défense d'un projet et d'une offre politique, mais c'est aussi la rencontre d'une personne, d'une personnalité, avec un peuple, à un moment de son histoire. Et c'est cela aussi, cette élection. C'est cela, sans doute, ce qu'ont oublié certains candidats. Et cette ambition-là, donc nouvelle par rapport à ses deux prédécesseurs, vous l'avez dit, Nicolas Sarkozy et François Hollande, vous en aviez parlé avec lui. Toutes ces images ont été pensées ensemble avec vous, avec son équipe Si. D'abord, il a, lui, des intuitions et donc, il les partage. Comme elles sont rarement mauvaises. On ne les conteste pas. Elle les suit ? Non, c'est pas vrai. Alors là, on les conteste, on a beaucoup de débats. Mais ça, c'est quelque chose qu'il avait en lui, qui a été peu discuté. D'accord. Vous disiez qu'il sera un président à la parole rare. Est-ce que du coup, il va plus chercher à présider qu'à gouverner ? Il a dit qu'il serait un président qui préside, puisque vous avez un gouvernement pour gouverner. Donc oui, il faut rétablir cette hiérarchie exécutive, qui est l'esprit de nos institutions, qui est l'esprit de la Ve République, avec évidemment un travail en commun avec le Premier ministre, un travail main dans la main, mais avec deux fonctions qui sont bien différentes. Et c'est d'ailleurs la démarche qu'il a engagée et dans le projet qu'il a porté dans le cadre de l'élection, il y avait l'idée de responsabiliser les ministres et de responsabiliser chaque membre du gouvernement, à la fois sur la politique publique qui est portée dans le champ ministériel dont le ministre ou la ministre est responsable, mais également sur le plan d'économie qu'on va engager, avec chaque année un reporting et voir si les objectifs ont été atteints. Il faut responsabiliser les ministres dans l'exercice de leur champ ministériel. C'est aussi un moyen d'en faire de meilleurs ministres. Le Premier ministre ne sera donc plus un collaborateur ? Non. Clairement pas dans sa conception. Mais il sera infusible, du coup. Clairement pas dans sa conception. Vous l'appelez infusible, moi je pense qu'il sera un Premier ministre très responsable. Alors vous voulez aussi responsabiliser aux membres de la fonction publique. Et là, il y a un débat qui monte un peu d'ailleurs. On se dit, mais est-ce qu'il ne va pas instaurer une sorte de spoil system à la française, c'est-à-dire mettre des gens aux ordres ? Vous savez, quand vous arrivez dans un ministère, vous avez une administration qui est présente. Oui, vous avez connu vous-même l'expérience du cabinet ministériel. J'ai connu cette expérience. Et de la santé. Il est nécessaire, et des affaires sociales, il est nécessaire d'avoir des directeurs d'administration qui sont en phase. Évidemment. En phase. Vous savez, un haut fonctionnaire, il a aussi une conscience. Ils ne le sont pas naturellement dans leur fonction même. Un haut fonctionnaire a aussi une conscience politique, il a aussi des opinions politiques, il a aussi des convictions. Et il est important de pouvoir emmener une administration dans une politique publique que vous souhaitez conduire. Il l'a dit. Et donc oui, il y aura des discussions qui seront faites avec les directeurs d'administration pour savoir si les objectifs sont bien partagés, si la manière et la méthode qui va être employée pour porter les réformes est partagée. Et si c'est le cas, eh bien c'est formidable, on continuera. Et si c'est pas le cas, eh bien il y aura des gens qui pourront avoir de nouvelles fonctions, qui partiront. Il n'est pas question de faire de chasse aux sorcières, ça n'est pas l'objectif. Il faut avoir une administration pleinement efficace, totalement engagé pour pouvoir faire des réformes rapidement. Et surtout totalement loyal quand on vous écoute. Totalement engagé et qui permettent de faire des réformes rapidement parce que ce dont les Français ont besoin, c'est d'avoir des résultats visibles, des politiques mises en place dans un délai rapide. On va revenir sur une autre image qui a marqué dimanche et qui montre aussi le style de président que va être Emmanuel Macron. C'est cette remontée des Champs-Élysées dans ce véhicule militaire. Ensuite, il a rendu visite aux soldats blessés à l'hôpital militaire de Percy. Vendredi, il sera au Mali à la rencontre des soldats français. Est-ce qu'il a besoin de légitimer son statut de chef des armées, Emmanuel Macron ? Écoutez, quand vous êtes président de la République, vous n'avez pas besoin de légitimer n'importe quel statut de chef des armées puisque vous l'êtes par définition. Mais il semble quand même normal de rendre visite à nos troupes à l'extérieur. Il l'avait dit d'ailleurs bien avant l'élection présidentielle, qu'il rendrait visite à nos troupes en opération à l'étranger. Vous savez, c'est évidemment, ça fait partie, pas du domaine réservé, mais en tout cas du champ immédiat d'implication du président de la République, qu'il est normal que donc qu'il ait rendu visite
à l'hôpital Percy à des personnes qui ont été blessées en opération sur des théâtres extérieurs et que ce premier déplacement se fasse cette fin de semaine. On a beaucoup dit pendant la campagne qu'il pêchait dans les domaines régaliens. Manifestement, les Français n'ont pas considéré qu'il pêchait tant que ça sur le sujet régalien, sinon il ne l'aurait pas élu président de la République. Et certains ont dit que ces signaux qu'il a envoyés au Louvre, puis lors de la cérémonie d'intronisation, c'était peut-être aussi pour faire oublier son âge. Non, 39 ans, vous nous dites, c'est un atout pour le président de la République française aujourd'hui. Je suis intimement convaincu, puisque j'ai le même âge, donc je ne peux pas vous dire l'inverse. D'accord. À quelques jours près. Donc, évidemment, moi je crois que c'est un atout. Ce qui me frappe depuis l'élection le dimanche 7 mai, c'est le regard qu'ont les autres pays sur notre pays. C'est plus enthousiaste que peut-être les médias français. Ce sont des gens qui travaillent, vous savez, des Français qui travaillent à l'étranger, qui ont fait des témoignages en disant voilà, on était en Allemagne, je suis rentré dans l'open space et ce matin, je me suis fait applaudir par les salariés allemands qui étaient là. Je crois que pour la première fois, le regard porté sur la France par nos voisins européens et outre-Atlantique, eh bien, est un regard un peu bluffé. Ces satanés français qui ont pour habitude d'élire des personnalités qui ont fait 30 ou 35 ans de vie politique à un âge parfois canonique, eh bien là, voilà, ils ont été à nouveau peut-être dans l'esprit français, un peu irrévérencieux, et puis avec de l'audace. D'accord. Puisque vous nous parlez de votre âge, de votre état civil, on va vous poser quelques questions personnelles, n'est-ce pas, Auréa? Exactement. Justement, quelle est votre ambition personnelle, vous, Benjamin Griveaux, durant ce quinquennat? D'être élu député de la 5e circonscription de Paris le 18 juin prochain. Alors justement, on a beaucoup parlé de l'audace d'Emmanuel Macron pendant cette campagne. Vous vous présentez dans une circonscription, la 5e, vous venez de le dire, où il a fait plus de 90% des voix au second tour. Vous n'avez pas la même audace que lui? C'est pas ça, mais enfin, c'est là où je suis. Vous savez, je suis à Paris depuis 20 ans, donc vous voyez, j'essaie de faire les choses en bon ordre. Il se trouve que par ailleurs, j'ai une vie familiale avec 2 enfants en bas âge et que je n'ai pas l'intention d'aller m'expatrier très loin de mes enfants. Ce serait un sacrifice auquel je n'aurais pas supporté. Écoutez, moi en tout cas, je souhaite pouvoir mener le projet politique porté par le président de la République à l'Assemblée nationale. Parce que c'est là aussi où se construira le nouveau lien démocratique entre nos concitoyens et nos élus. C'est là où se forment finalement les débats qui peut-être n'ont pas été suffisamment animés ces dernières années, ou en tout cas qui ont été le jeu de postures idéologiques, de jeux gauche-droite, qui ont faussé les débats. Mais il y a une noblesse du débat au Parlement, et moi, si je peux aider à redonner ces lettres de noblesse au Parlement, je crois que je serai très heureux. Alors, à quelle place est-ce qu'on peut vous imaginer président du groupe de La République En Marche à l'Assemblée si vous êtes élu? Écoutez, vous pouvez avoir toute l'imagination la plus fertile. Est-ce que vous souhaitez? Non, mais on n'a pas les ambitions à votre place, on vous interroge. Moi, on vous voit bien chef de troupe, c'est vrai. Après vous avoir entendu. Après la campagne que vous avez faite? Je suis un garçon, je fais les choses les unes après les autres, je n'arrive pas à faire plusieurs choses. Ça va arriver vite. Je ne suis pas napoléonien, vous voyez, donc je fais les choses les unes après les autres. Et donc, la première étape, c'est les élections législatives des 11 et 18. D'accord. Alors, si on vous dit la mairie de Paris à la place d'Anne Hidalgo, qui a des relations très tendues, on le sait, avec Emmanuel Macron, alors là, vous riez. Je vois qu'au Sénat, l'imagination est débordante. Et je m'en réjouis, mais je n'en doutais pas une seule seconde quand je vois la qualité des rapports des sénateurs. C'est un objectif, la mairie de Paris en 2020? Écoutez, objectivement, à nouveau, nous avons l'intention d'avoir un mouvement politique qui est aujourd'hui le premier parti de France avec, j'ai dit ce matin chez certains de vos confrères, 320 000 adhérents, je me suis fait disputer, c'est 350 000 adhérents. On s'est implanté partout. On a des comités locaux partout. Et donc oui, on a vocation à s'implanter durablement partout dans les futures échéances. Les élections européennes de 2019 seront importantes. C'est dans l'ADN du mouvement. Les élections municipales, les élections régionales. Bref, oui, vous allez voir le mouvement La République En Marche probablement à beaucoup d'échéances électorales dans les années qui viennent. Il faudra s'y habituer. Alors pour terminer sur vous, Benjamin Griveaux, on l'a dit, vous avez été conseiller municipal, conseiller départemental, vous avez été au cabinet de Marisol Touraine et en 2014, vous avez décidé de lâcher la politique pour aller dans le privé. Pourquoi ? Parce que j'avais besoin, je crois, d'une respiration. J'avais passé un temps important en politique. J'avais déjà eu une expérience dans le privé parce que j'avais monté 2 entreprises dans mes jeunes années qui suivaient mes études. Et puis, j'avais besoin de voir sans doute comment fonctionnait aussi un grand groupe français qui est très implanté à l'international. Et donc, ça m'a permis d'aller porter des projets en Suède, en Allemagne, en Espagne, en Europe centrale. Objectivement, c'était une respiration qui m'a fait beaucoup de bien. Et alors justement, en octobre dernier, vous avez fait le chemin inverse. Vous avez quitté votre poste chez Unibail pour rejoindre En Marche. Emmanuel Macron, c'est très convaincant. Alors justement, qu'est-ce qui vous a décidé à revenir en politique ? Écoutez, moi j'ai participé à l'aventure d'En Marche dès les premiers jours, à la fin de l'année 2015, et avec la conviction que si nous arrivions à mobiliser la société civile et à trouver un écho et une résonance auprès des Français, eh bien tout était envisageable, même l'aventure la plus folle.
Et les choses se sont concrétisées, les étapes ont été passées les unes après les autres. On nous a dit que nous étions une bulle médiatique, un soufflet, on a eu à peu près tous les qualificatifs. On a passé les étapes et évidemment la dernière c'était l'annonce de la candidature le 16 novembre et puis ensuite la campagne présidentielle. Je n'ai pas résisté à cette aventure qui était avant tout évidemment une aventure politique, mais une aventure humaine et je crois que vous nous avez vu arriver groupés lors de la journée de dimanche sur ce long tapis rouge. Je crois que c'est une aventure humaine d'un petit groupe de personnes très convaincues. Merci à vous, merci Oriane, merci encore Benjamin Griveaux. Bonsoir à tous et à la semaine prochaine.